Salut à tous, c'est l'autre Nico. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du guide d'achat. Alors l'idée ça va être de clôturer, mais on va rajouter quand même finalement les démons, puisqu'on a eu la confirmation en fait de Games que les démons étaient que tels quels pour le début de la version 11 en tout cas. Peut-être qu'après avec le codex ça changera, mais en tout cas voilà, pour le moment c'est ça. À la fin de la vidéo, je vous fais un petit récap aussi de tout ce qu'on aura vu au final. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble aussi sur ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et puis après, vous irez retrouver en fait dans chaque vidéo, on a tout chapitré, donc vous pouvez retrouver la faction qui vous intéresse rapidement, etc. À savoir que les packs de démarrage, les trucs pour monter les figurines, les peindre, etc., tout ça, c'est dans la première vidéo. N'hésitez pas à aller le voir. Et que je rappelle, les prix qu'on va voir là, c'est les prix Games, c'est les prix les plus hauts, ou les prix My Hobby Place. Et après, il y a aussi le marché de l'occasion qui peut être très intéressant si vous voulez démarrer une armée. N'oubliez pas. Donc voilà. On commence tout de suite avec les Necrons. C'est quand même un gros morceau. Et en plus, ils ont eu une belle refonte de la gamme depuis la V9 à peu près. Enfin, c'est bien suivi. Du coup, vraiment, on commence à avoir une grosse gamme, mine de rien, chez les Necrons, et assez neuve. Donc, un codex qui est bien suivi par Games. On est sur un gameplay un peu particulier. C'est des squelettes métalliques qui, quand ils meurent, ils reviennent à la vie. Il y a des gros monstres comme les Cthulhu qui sont super tanky. Il y a le roi silencieux, il y a des pièces énormes comme le monolithe et tout ça, ou le Tesseract Volt, un truc énorme complètement injouable parce qu'il est trop gros actuellement. Mais il y aura peut-être moyen avec la V11 de le voir passer. Il y a encore des petites figurines qui n'ont pas été refaites. On a les destroyers légers, les deceivers et tout ça. Il y a des petites choses qui sont encore très vieilles. Donc il faudra se méfier si vous commencez cette armée de pas forcément acheter ces figurines-là. Mais c'est vraiment voilà, le côté mort-vivant, gameplay avec la régénération et tout ça. C'est un style particulier qui est très sympa à jouer. Mais par contre, voilà, le côté où ça revient, Games a des fois du mal un peu à l'équilibrer. Donc on l'a vu très fort ce codex, on l'a vu souvent, et on l'a vu aussi en cancer, avec genre 5 Tannes, ou des marées de Nécrons qui reviennent et qui sont intuables, etc. etc. Donc il y a de tout dedans, tout type de gameplay, vous allez pouvoir vraiment jouer à Warhammer, il y a du cac, il y a du tir, il y a tout, mais il y a une contrepartie qui fait que vous êtes forcément peut-être un peu moins puissant ou peut-être un peu plus cher en coup en point que le reste parce qu'il y a toute cette mécanique de réanimation et tout ça. Donc voilà, faut le savoir. On a, voilà, comme je vous avais dit, on a quand même une sacrée gamme. Quand vous faites la liste totale, ça fait ça fait quand même plus de 2000 balles. On arrive à 5000 points quand même. On dépasse même les 5000 points quand on fait ça. Et ça nous donne un indice qui est à 2,30 par point par euro. Ce qui est pas dégueulasse, c'est médian, voilà. C'est médian pour une armée qui est assez récente, qui a été refaite, etc. Voilà, on est sur un peu le coût en points, le coût en euros d'une armée Space Marine, donc c'est quand même pas déconnant. Surtout qu'on a vraiment une belle gamme, encore, j'insiste, parce que vraiment il y a des figurines qui sortent à chaque fois qui sont incroyables. Il y a beaucoup de Kill Team qui sont sortis, il y a encore le Nightbringer qui est sorti il y a pas longtemps, il y a encore le Deceiver à refaire, etc. Il y a encore des figurines, je vous dis, qui vont être refaites. Mais c'est bien suivi, donc pour le coup, c'est plutôt pas mal, et on est sur un indice budgétaire de C, du coup, évidemment, puisque voilà. Je vous ai mis deux petites listes déjà qui sont compétitives. Le Necron en V10, ça a été compétitif tout le temps quasiment, donc c'est vraiment un codex qui a toujours été fort, il y a toujours eu un rôle, si c'était pas en solo, c'était en team, de toute façon, il y avait toujours quelque chose à faire avec le Necron. Il y a un codex qui est d'une superbe richesse, il y a vraiment plein de choses à faire au niveau des gameplays. Là, dans la première liste, on a quand même quelque chose d'assez diversifié, on n'est pas sur un spam dégueulasse, et pourtant ça a gagné des tournois. Au niveau gameplay sur table, en plus, ça fait une liste à peu près un peu White Dwarf, quoi, avec un peu de tout, c'est quand même très agréable. Vous jouez vraiment au codex, quoi, avec plein de choses et tout ça. Par contre, voilà, je vous ai mis en dessous quand même typiquement une liste cancer avec 5 Tannes, enfin voilà, quoi, des trucs que vous n'avez pas envie de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Necrons, il y a un bug à la boutique. C'est-à-dire qu'il y a des figurines que vous ne pouvez avoir que dans des boîtes, encore. C'est un peu le merdier. Donc, par exemple, le Cthulhu transcendant, il est que avec la grosse obélisque. Donc, ça fait quand même une boîte qui a 150 balles pour prendre juste le petit Cthulhu transcendant qui est dedans. C'est un peu compliqué. Les placements de sœurs, c'est pareil. Ils sont dans la boîte avec les autres persos, etc. Donc, il y a des trous dans la raquette, dans la boutique. Faut se méfier. Et c'est vrai que quand on veut faire une liste Necron
en amical, donc quelque chose pas forcément ultra optimisé, mais avec un peu de tout, etc., et se faire plaisir, et avoir un gameplay efficace quand même, hein, ça va. Mais quand on va dans le compétitif et qu'on veut vraiment tel type d'unité, x3, machin, etc., ça peut faire exploser complètement le compteur de l'achat, parce qu'on va être obligé de se retrouver, bah voilà, vous voulez 3 octanes transcendants, et il vous faut 3 boîtes avec 3 obélisques, quoi, hein. Donc ça peut coûter ultra cher. C'est un peu le problème des Necrons. Mais bon, la rejouabilité, j'ai mis un C parce que c'est médian, en fait, hein, ça reste un peu comme les Space Marines. Vous allez faire évoluer votre gameplay dans un style, dans un autre. C'est vous qui allez rajouter des boîtes, changer un peu votre liste, faire un nouveau détachement, etc. Franchement, c'est quand même une armée qui est super cool à démarrer. Au niveau hobby, on peut faire ce qu'on veut ou on peut ne pas se casser le fion comme on voilà directement. En fait, c'est simple. C'est soit vous le faites full métallique comme c'est présenté par Games, et il y a moyen que ce soit magnifique, hein, qu'il y ait des détails, etc. Mais vous pouvez faire ça de manière assez facile. Donc si vous débutez, très bien. Et puis si vous êtes un expert en peinture, vous pouvez aller jusqu'à l'infini là-dedans. Donc voilà, faut vous faire plaisir, quoi. Je vous ai fait une liste pour pouvoir démarrer les Necrons. C'est un peu de tout. Ça permet de jouer un peu à tout le jeu, d'utiliser le côté res, de faire du tir, de faire du corps à corps un petit peu. Il y a tout ça en ayant en plus un Ctan tant qu'à faire pour avoir une pièce centrale. J'avais pas mis le roi silencieux, mais c'est pareil, ça fait partie du genre de pièce que vous pouvez prendre aussi pour débuter, qui marche très très bien. Là, dans l'idée, c'était d'être peut-être un peu moins cher, et ça nous faisait 847 € pour une armée, ce qui n'est pas excessif. Toujours pareil, sans prendre des Battle Force, sans prendre là, j'ai pris juste le plus cher en fait, hein. Si vous rajoutez le codex et vous passez par My Hobby Place, vous tombez à 720 balles pour une armée, ce qui est quand même très accessible. En plus, c'est une armée qu'on trouve énormément dans le marché de l'occasion. Il y a toujours plein d'unités qui restent. Il y a eu des boîtes de démarrage avec, donc il y a des packs de Necrons qui coûtent vraiment pas cher, donc il faut profiter. Note globale. Franchement, s'il n'y avait pas ce petit bug de boutique, voilà, je mets 9 pour quelqu'un qui débute et qui s'en fout d'optimiser forcément à mort les Necrons. 9 sur 10 parce que c'est une gamme géniale, c'est un gameplay unique, c'est une armée facile à commencer en hobby mais qui peut donner des trucs superbes. Vous allez vous régaler, vous n'allez pas être ridicule sur table parce que de toute façon les Necrons ça tanque un peu, donc on se fait jamais lessiver. Enfin ça peut arriver, mais c'est quand même difficile de se faire complètement lessiver quand on joue Necron, donc c'est agréable à commencer comme game. Par contre, j'ai mis que 6 sur 10 pour le côté compétitif. C'est vraiment, vous commencez une armée et que vous voulez être compétitif avec, et vous commencez les Necrons, là le problème c'est que la boutique va vraiment poser des difficultés. Il y a des figurines qui sont compliquées à avoir, il faut racheter plein de trucs à côté en même temps, donc au niveau achat ça flambe direct, et c'est pour ça que pour le moment j'ai mis que 6 sur 10. On attend, il y a encore plein d'unités qui n'ont pas leur boîte toute seule chez les Necrons. Donc c'est un peu chiant. Voilà, ça c'est pour ce côté-là que j'ai mis que 6 sur 10. Sinon, foncez, c'est vraiment une armée extraordinaire pour commencer, au niveau gameplay, je vous dis, au niveau hobby, au niveau tout, quoi. On arrive à un autre gros morceau, les orques. Là, on est sur une armée quand même qui est très charismatique. Ça va être une des armées de base de la V11. Il y a énormément de diversité dans la gamme. Faut pas croire que les orques c'est que du cac, ça fait du tir normalement aussi. Ça va vite, ça peut avoir des motos, ça peut avoir des squigs pour monter dessus, ça peut avoir des gros robots, des avions, des buggy, voilà, il y a vraiment de tout dedans, des hélicoptères, des machins. Il y a une gamme qui est ultra diversifiée. On peut se faire plaisir en hobby, on peut se faire plaisir en peinture, on fait ce qu'on veut en gameplay. Voilà, c'est vraiment une armée incroyable. Le fait qu'elle soit à l'honneur sur la V11, ça va amener forcément peut-être des nouveautés à la sortie du codex, en tout cas des unités qui sont refaites, comme les motos qu'on a vues qui vont être refaites, etc. Plus tout ce qui est dans la boîte, quoi. Plus tout le travail qui a déjà été fait en amont, c'est-à-dire que depuis la V8, je crois qu'il y a eu tous les Snagas qui sont arrivés, donc c'est les orques un peu plus férales, quoi, un peu plus férouches, qui avec les bestioles. Donc vraiment, on a une armée qui est incroyable, avec une gamme incroyable, des gameplays diversifiés de fou, parce qu'en fait, il y a vraiment de tout, du tir, du cac, des véhicules, des gros, des volants, des rapides, des trucs plus lents, il y a de tout. Bon, on sait que
même si le codex, il a eu plein de trous, le fait que d'arriver en V11 avec ce système de détachement qui se couple un petit peu, on va avoir encore plus de facilité à faire des gameplays comme on a envie, c'est-à-dire jouer peut-être beaucoup de boys, mais quand même débugger des motos à côté, voilà. Donc, vraiment, ça c'est une super armée. On va le voir la suite tout de suite. On a une gamme assez énorme, comme je vous avais dit. Si vous achetez tout, vous arrivez à 3000 balles. Bon, il y a peut-être des trucs qu'il n'y avait pas, il y a des trucs que j'ai doublés. Ça fait quand même 6625 points. On est sur une armée qui est chère, puisqu'on est à 2,6 points par euro. Et donc un indice budgétaire de D. C'est un peu le problème aussi des armées comme ça énormes de games, c'est que non seulement c'est cher, mais alors en plus, pour en faire le tour, vous en avez pour 20 ans, quoi. Et le temps d'en faire le tour, vous en aurez d'autres trucs, donc vous y arrivez jamais au bout, là, sur ce genre d'armée. Donc c'est bien, et ça dépendra aussi de ce que vous aimez, et comment vous aimez faire votre armée, et tout ça. Du coup, je vous ai mis deux listes un peu classiques de ce qu'on trouve actuellement. Il y a, en fait, on voit arriver maintenant le culte de la vitesse. Pourquoi pas, écoutez, sur les layout games, attention, pas sur les layouts WTC, mais sur les layout games, ça tourne pas mal, ça gagne du tournoi. Nous, on n'était pas convaincus par le détachement, apparemment les Américains le sont, hein, donc voilà, comme Percaster d'ailleurs. Mais du coup, ça donne deux types d'armées différentes un peu. Dans la première, c'est plus le classique avec la Warhorde, avec Gaskull, avec beaucoup de boys, avec des transports, des battle wagons, des choses comme ça, même des flash guides pour tirer depuis les transports. Et dans l'autre, on va avoir avec des motos, beaucoup de motos. Ils n'ont pas encore intégré Wazdaka dedans, mais vous savez qu'il va y être, quoi. Hein. Là, dans les tournois qui ont tourné ces derniers temps, il n'y était pas encore. Maintenant, il va y être tout le temps. Donc ça, vous pouvez être sûr qu'il va rentrer à chaque fois. Ça fait des armées quand même assez chères. Mine de rien, on est en moyenne à 1000 balles, hein, l'armée, avec un indice de rejouabilité. J'ai laissé sur D parce que si vous partez sur de la Horde en boys et qu'après vous voulez faire des motos, après vous voulez faire du snaga, après vous voulez faire des robots, en fait, il faut racheter à chaque fois. Hein, c'est ça le problème. Hein. Donc ça peut coûter vraiment, vraiment une blinde. L'avantage, c'est que après, c'est quasiment indémodable, enfin les figurines. C'est-à-dire que même quand on a vu les nouvelles figues arriver, ça n'a jamais enterré les anciennes en fait. On peut toujours se démerder de les garder. Puis en plus, c'est ultra facile à customiser. Donc vous allez faire avec tous les bits que vous avez des véhicules qui vont ressembler à un truck, et ce sera un truck. Des véhicules qui vont ressembler à un battle wagon, ce sera un battle wagon, etc. etc. Donc voilà, il y a plein de moyens de réduire après le coup en point. C'est comme c'est une vieille armée, ça se trouve beaucoup en occasion. Donc voilà. Voilà, moi je vous ai fait une liste où il y a un peu de tout. Vous avez du Boys, du Gaskull, vous avez aussi du Snaga, vous avez même un Gorkanaunt pour avoir un gros véhicule, des petits véhicules de transport, des hélicoptères, des trucs comme ça. Voilà. Ça vous permet de vraiment jouer un peu à tout dans ce qui est chez les orques. Et ça vous permet aussi derrière de voir vers quoi vous préférez vous orienter et vers quel type de gameplay vous avez préféré aller. On est quand même sur une armée qui est chère, hein, 1050, 1045 euros, là, tout ce que je vous ai mis. Mais par contre, c'est très populeux. C'est une belle cinématique sur table. Il y a de tout. Il y a des grosses pièces, il y a des petites, il y a des machins, il y a de tout dans tous les sens. Et en passant par My Hobby Place avec le codex, en rajoutant le codex, on est à 878,90 €. Voilà, ce qui reste quand même dans les armées Warhammer à peu près correct, sachant que la gamme se refait, il va y avoir des nouveautés, il va y avoir des trucs en plus, c'est l'armée de la V11, donc je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des belles surprises avec, donc faites-vous plaisir. Pour toutes ces raisons, j'ai mis une note globale de 8 sur 10 quand même. Pourquoi pas plus? Parce que quand même c'est cher. Hein, voilà, c'est cher, ça prend beaucoup de place sur les étagères parce que c'est une armée qui est très populeuse avec beaucoup de styles de gameplay, donc vraiment on peut passer sa carrière entière de joueur de Warhammer à faire que des orques et jamais n'en faire le tour. Hein. Donc voilà, et après c'est un délire, les orques c'est très drôle, le lore est très drôle. Voilà, profitez-en si c'est vraiment une armée qui vous plaît, parce que là avec les boîtes de démarrage qui arrivent, avec les combats de patrol, avec tout ça, avec l'occasion, etc., il y a moyen d'avoir une armée quand même orque pas très chère et de se faire vraiment plaisir et de rigoler sur table. On arrive au plus gros morceau de Warhammer 40 000, évidemment, c'est les Space Marines. Hein. Donc les Astartes, sympa, les chapitres d'Evian.
Donc ça regroupe les ultramarines hein, que Games nous met en avant, évidemment. Il y a les White Scar, les Imperial Fist, les Salamanders, etc., les Iron Hand. Enfin, il y en a toute une tétrachée. Vous pouvez inventer le vôtre. Donc ça, de ce côté-là, faut se faire plaisir. C'est la base du jeu. C'est l'armée qui est le plus suivie par Games, mais vraiment, il n'y a aucun match, quoi. Je veux dire, c'est genre 50% des sorties de Games, quoi, les Space Marines, hein, presque. Hein. Donc c'est une armée, vous n'en ferez jamais le tour, c'est pas possible. Ou alors il faut vraiment avoir un gros portefeuille, mais si c'est pour avoir des piles de la honte de 4 mètres de haut, ça sert à rien. Hein. Faut les peindre, faut les jouer, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc il y a toutes sortes de chapitres, tous les gameplays du jeu. Tous les types de détachements que vous pouvez imaginer, il y en a une tétrachier. C'est une armée qui est tout le temps dans les boîtes de démarrage, donc on a souvent facile d'accès à commencer une armée Space Marine. Surtout qu'au final, avec toutes les boîtes, les occasions, les machins, etc., ça peut être une armée qui est vraiment pas si chère que ça pour commencer Warhammer 40 000. Donc là, j'ai dû faire une page spéciale pour la gamme. Et encore, je vous dis, j'ai pas tout mis, mais globalement, pour avoir une idée de tout ce qu'il y a, voilà un peu les listes d'unités. Il en ressort tout le temps. Il va en ressortir des nouvelles unités avec la boîte de la V11. Et il y en aura encore des nouvelles derrière pour le codex. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi ils ressortent Marneus Calgar. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça qui pop dans la gamme. Là, à l'instant T, voilà ce qu'on a. On est sur un pack que si vous achetez tout sur Internet, toute la liste, vous arrivez à 4130 balles pour 9250 points. On est vraiment sur le côté médian, comme je disais, de tous les Space Marines. C'est 2,24 points par euro. Ça peut être beaucoup moins cher quand on va choisir les unités qui coûtent pas si cher en euros, mais qui coûtent assez cher en points, comme ce qui est les Primarques, hein, les personnages spéciaux ou des véhicules qui sont des petits véhicules type Dreadnought, des choses comme ça. Et du coup, on est sur un indice budgétaire de C, puisqu'on est sur le médian de la gamme Game Workshop, quoi. J'ai mis actuellement 2 listes d'armées compétitives. Globalement, quand on joue en vanille actuellement, on utilise souvent Victrix, etc. Donc c'est souvent de l'ultramarine. Hein. Mais rien ne vous empêche après, vous, de faire votre chapitre, d'utiliser les unités d'ultramarine, d'utiliser même les unités de Space Wolf ou Blood Angel, et vous faites ça avec votre pack de couleurs, et puis après, vous respectez par contre les règles qui font que vous ne pouvez pas jouer Blood Angel et Space Wolf en même temps, par exemple, mais vous pouvez vous faire plaisir. Là, la première, c'est une liste qui sort beaucoup, qui est sur le détachement Librarian. Donc avec tous les psycheurs, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais il y a un peu de tout. Je trouve que c'est assez joli comme game, comme armée. On a sur table tout type de petites unités. C'est très piéton, mais avec quand même, voilà, il a mis un Land Raider dans celle-là. Il y a Tigurius, il y a du Victrix, il y a des Warden, et voilà. La deuxième liste, par contre, c'est ce qu'on a bouffé depuis le début de l'année en ultramarine. Ça marche, c'est efficace. Il y a Marneus Calgar, il y a du Victrix, il y a des Warden, il y a du Répulsor, voilà, c'est le classique qu'on a bouffé depuis 4 mois là. Donc ça marche aussi. Sur les prix, vous voyez, voilà, on est entre 760 et 820, donc on a 790 au prix Games, ce qui n'est pas excessif hein, pour une armée compétitive. Et l'indice de rejouabilité, c'est un C parce que évidemment, quand on a une armée, on peut faire une autre armée sans aucune unité qui soit conjointe. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver à tout racheter à chaque fois qu'on change de liste. Ça, c'est vrai. Mais en fait, le but, c'est quand même pas de faire ça déjà. C'est d'évoluer après sur différents gameplays. Donc quand on commence à attaquer la gamme, qu'on se fait une armée correcte à 2000 points et qu'après on évolue pour changer un petit peu de gameplay, on est sur l'indice de rejouabilité médian qui est le C, quoi. Du coup, moi, je vous propose une liste actuellement qui fait un peu de tout. En fait, cette liste-là sur table, vous risquez de ne pas gagner grand-chose forcément, même si hein, ça se joue quand même, hein, mais vous avez vraiment un peu de tout. Et ça va vous permettre ça, plus par exemple les boîtes de démarrage, les machins, d'orienter après votre liste vers des trucs qui vous plaisent sans trop vous ruiner. Du coup, ça fait une base qui est quand même un peu plus chère, mais on a une armée qui va avoir sur table un peu de tout, vous allez tester un peu tous les types d'unités que vous avez dans les Space Marines, et après ça vous permettra de vous décider qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'il y ait plus de tanks, plus de Dreadnought, plus d'unités avec des réacteurs dorsaux, plus de Terminators, etc., etc. Donc, commencer sur ce type de liste, pour moi, ça me paraît être une bonne idée, parce que, voilà, le but c'est quand même, après, vous de savoir ce qui va vous plaire à jouer quand vous commencez une armée.
et après d'orienter vraiment vos listes en fonction du gameplay que vous aimez jouer. C'est aussi simple que ça. Et donc par MyHobby Place, on passe quand même à que 700 balles, mine de rien, en rajoutant le codex. Hein. Donc voilà, note globale, je mets 10 sur 10. Pourquoi ? Parce que c'est la base du jeu. On peut pas, même si vous aimez pas les Space Marines, je veux dire, on peut pas, c'est incontournable. Sans Space Marine, il n'y a pas que Warhammer 40 000. Donc voilà, c'est en niveau hobby, on fait ce qu'on veut. Au niveau couleur, on fait ce qu'on veut. Au niveau gameplay, on fait ce qu'on veut. Au niveau achat, on trouve des armées vraiment pas chères. Que demander de plus ? Que demander de plus ? Vraiment. C'est pour ça que, pour moi, c'est juste 10. Je joue pas Space Marine, je suis pas un grand fan des Space Marines en général. J'aime beaucoup les avoir sur table, j'aime beaucoup leur tirer dessus avec mes taux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la meilleure armée à commencer pour 40K. Il faut être objectif. Si cette armée vous l'avez pas, ça vaut le coup de la jouer. C'est l'armée la plus suivie du jeu, c'est l'armée la plus diversifiée du jeu. Voilà. Donc si elle a pas 10, qu'il l'a. Voilà, hein, j'ai envie de dire. On passe ensuite au Space Wolf. Je crois que c'est le dernier codex déviant en fait des Space Marines. C'est les Vikings de l'espace. C'est du Space Marine, donc on a un peu tous les types de gameplay. Moi, j'ai joué Space Wolf par contre pendant très longtemps. À l'époque, il y avait vraiment 3 types de gameplay en Space Wolf, même plus 4, j'ai envie de dire. Il y a un côté très psycheur, parce qu'ils avaient parmi les meilleurs psycheurs de la galaxie, un côté très véhiculé, un côté beaucoup d'armes lourdes avec beaucoup de longs crocs, etc., donc plutôt tir, et un côté très cac, où on rush avec Ragnar, etc., et ses amis. C'est une armée qui est quand même très stylée au niveau sur table, avec les peaux de loup, avec les machins, il y a vraiment plein de choses. On peut se faire plaisir aussi à la customiser en plus. Moi je me rappelle sur mon Land Raider, j'avais rajouté des fûts de bière et tout ça, parce que j'avais des mecs qui tenaient des shops. Ça me paraissait être le bon délire par rapport aux Vikings et tout. Ce qu'il faut penser, donc là c'est un supplément, comme pour les Blue Angels, comme pour les Dark Angels. Donc vous avez les unités spéciales qui sont Space Wolf, et après vous pouvez utiliser toute la gamme Space Marine. Les Space Wolves sont un peu plus restrictifs sur les apothicaires. Il n'y aura pas d'apothicaires parce qu'en fait c'est leurs prêtres de runes qui s'en occupent. Il y a pas forcément tous les persos Space Marine ne peuvent pas rejoindre forcément les unités Space Wolf. Donc voilà, ça peut créer des petites contraintes, mais on est sur un style de jeu très particulier, avec un système de saga qui est quand même super cool, où vous avez les mecs veulent devenir des héros, quoi. Hein, c'est ça en fait chez Space Wolf. On a quand même une belle gamme pour de ce qui est chez Space Wolf. Alors elle a été vachement réduite par rapport aux années. Il y avait beaucoup plus de persos spéciaux, il y avait beaucoup plus de choses, mais là elle est en train d'être refondue. Je pense que Bjorn, par exemple, dans son Dreadnought, va faire partie des prochaines refontes, parce que les petits Dreadnought cubes disparaissent, on passe tous au châssis Redemptor, quoi. Hein. Donc, voilà, il y a encore les Space Wolf sur loup qui vont aussi certainement être refaits dans la V11, parce que là, on pense vraiment que la V11 va faire disparaître tout ce qui est Firstborn. Et donc en Firstborn, chez Space Wolf, il reste les loups, potentiellement les Wolfen, mais ils avaient déjà été un peu refaits, donc leurs proportions sont bonnes encore. Et tous les anciens Dreadnought, quoi. Hein, les vieux Dreadnought, donc c'est Bjorn, c'est Murderfang, c'est certains Dreadnought avec la hache et tout ça. Donc tout ça, ça risque d'être refait. On va voir s'ils le font vraiment dans cette version, ça va être génial. On sait qu'en V11, potentiellement, on a un autre Primark. Est-ce que ce sera les Manrus? Est-ce que ce sera Vulcain? Touche pas quoi, on verra bien. En tout cas, ça ne va pas aller plus bas que ce que c'est actuellement. Les Space Wolf, ça ne fait que remonter au niveau de diversité dans la gamme. Donc, je pense que c'est un bon plan comme armée. Et là, quand on achète tout, on a 807 €. Ça nous fait 1920 points. On est sur le médian habituel des Space Marines de 37. Donc, pas de surprise. Au niveau des listes compétitives, on est sur 2 listes différentes, mais globalement, qui sont sur un gameplay vraiment très Space Wolf. Et ça nous fait tourner entre 669 € et 866, comme quoi on peut vraiment avoir des armées compétitives pas très chères chez Space Marine. Ça fait 780 points, on est quand même très similaire à ce qu'on vient de voir chez Space Marine. En indice de rejouabilité, je les mets un peu au-dessus d'un Space Marine habituel, parce que si on reste vraiment dans le gameplay Space Wolf, il y a beaucoup d'unités qui vont être redondantes. Hein. Il y a beaucoup de figurines que vous allez avoir et que vous allez jouer un peu dans toutes les listes. Donc voilà, un indice de rejouabilité un peu plus haut que le Space Marine normaux.
pour ces raisons-là. Je vous ai mis une liste avec un peu de tout quand même pour que ce soit sympa sur table, que ce soit sympa à démarrer, que ça permette de tester un petit peu tout aussi, et après de vous orienter vos gameplays comme vous avez envie et faire avec ce que vous voulez. J'ai pas mis ni les loups, ni les Thunderwolf Cavalry, ni les Dreadnought, pour la raison que je viens de vous dire, qui risquent d'être refaits dans la V11. Donc si on commence une armée Space Wolf tout de suite, c'est les unités qu'il va falloir éviter. On est à 950 € pour le départ, ce qui fait que ça nous amène à 822 quand on rajoute le supplément. Il faudra aussi prendre le codex Space Marine, parce que c'est qu'un supplément là, hein, chez les Space Marine Imperium, c'est pas comme les Space Marine du chaos, quoi. Hein, ils n'ont pas leur codex avec toutes leurs unités dans leur codex, non, ils ont que des suppléments. Donc ça vous fait rajouter. Mais je mets quand même une note globale de 9 parce que ça reste du Space Marine où on peut faire plein de choses différentes. On peut se faire plaisir en hobby, on peut se faire plaisir en gameplay, on peut se faire plaisir sur table. La gamme est belle et il y a encore plein de choses qui vont ressortir. Donc on sait que voilà, c'est toujours une bonne idée. On passe à la meilleure armée du jeu. Les taux, et bien sûr, rejoignez le bien suprême, les enfants. Là, on est sur une gamme particulière, un style de visuel complètement particulier. On est vraiment sur un côté un petit peu Gundam, quoi. C'est japonisant, quoi. Voilà, il y a les grosses armures avec des mecs dedans qui les pilotent. Donc c'est vraiment particulier. C'est une armée tir. Il y a un petit peu de cac maintenant rajouté avec les croûtes, qui sont les auxiliaires. Il y a vraiment un lore qui est génial. Moi, j'adore. Quand on aime le tir, les côtés tactiques, avec les tendre des pièges ou chasser l'adversaire, tout ça, c'est vraiment un gameplay qui est adapté pour ça et qui va vous faire plaisir. Il y a des petites unités encore qui sont vieilles, qui nécessitent d'être faites. Malheureusement, ça ne fait pas partie des gammes les plus suivies de Games, mais ils nous rajoutent des trucs de temps en temps, comme les Twins, qui nous ont rajouté là récemment, avec lesquels on s'éclate et qu'on est très content d'avoir. Du coup, on a quand même sur table une sacrée cinématique qui a tout type de taille, vous le voyez derrière moi, hein, sur les étagères, entre les petits chiens croûtes, les petites infanteries, les stealths, et puis après vous avez Broadside, les Crisis, avec jusqu'à la Riptide et la Stormsurge, ou la Tonarre qui est là. Voilà, il y en a vraiment de toutes les tailles, toutes les formes, il y a des véhicules, il y a du rapide, il y a des trucs qui sont statiques pour tirer fort, enfin voilà. On a normalement les meilleurs tirs du jeu, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque les Chaos Space Marines font bien mieux, et ils font du cac en même temps. Mais voilà, on a quand même quelque chose de bien. Ils sont sur la technologie, ils sont sur la pointe de la technologie. C'est une des factions qui a le moins de durée de vie en fait dans l'histoire. Ils existent depuis 6000 ans, quoi, à peu près. Mais ils n'étaient pas là, les résidus russes. Hein. Ils n'y étaient pas. Donc c'est pas leur faute déjà. C'est pour ça qu'il faut rejoindre le bien suprême. Mais ce que ça veut dire, c'est que voilà, il y a ce côté-là où on n'est pas à l'abri d'avoir une nouvelle armure qui va sortir avec des nouvelles technologies, des nouvelles armes, etc. Ce qui n'existe pas trop normalement dans le lore Space Marine, parce que les mecs sont obligés de réutiliser ce qu'ils savent faire à peu près depuis des millénaires, quoi. Hein. Donc voilà. On a quand même une sacrée gamme, hein, surtout depuis qu'ils ont refait les taux, donc là, en V10, ils nous ont refait les croûtes, pardon. Ça nous donne quand même, entre tout ce qui est côté taux pur et côté auxiliaire, deux styles très distincts qui coupent pas mal. Vous avez des armures super top technologie, et après à côté vous avez des Crutox complètement préhistoriques presque, donc c'est assez drôle. Il y a encore dans le lore énormément de choses qui peuvent être faites au niveau des auxiliaires, donc la gamme peut continuer de s'étendre. Il y avait énormément d'entrées chez Forge World qui n'existent plus malheureusement, mais donc là c'est pareil, ça fait partie aussi des factions où je pense on est un peu dans le creux de la vague au niveau de la quantité de la gamme. On va voir ce que ça va donner. Si vous achetez tout, vous êtes à 1734, ça vous fait 3280 points. C'est 1,89 points par euro. Ouais, c'est très cher comme armée, et pour diverses raisons, je vais vous citer des exemples. Une broadside, c'est 50 balles, et globalement, ça vous fait que 80-70 points d'armée. Vous avez les Riptides qui coûtent très cher aussi. Et globalement, à chaque fois, on est autour des 2 € par point. Et après, vous avez des trucs qui vous font encore plus chuter. C'est-à-dire que un personnage croûte que vous payez 32,50 € ou des choses comme ça, les nouvelles boîtes, malheureusement,
il fait à peu près 40 points ou 45 points d'armée. Donc voilà, c'est vraiment pas assez cher. Le Krutox Rider qui coûte 37 euros, mais qui vaut que 40 points, voilà, on est à presque 1 euro par point, quoi. Hein. Donc c'est ça qui fait baisser ce chiffre. On va voir que c'est pour ça donc qu'on est sur un indice budgétaire de E et que c'est pas forcément évident d'arriver à avoir des armées pas chères chez les taux. Là, j'ai mis 2 listes un peu compétitives qu'on voit tourner régulièrement. C'est pas mon style de jeu, mais c'est souvent avec de la Crisis ou alors avec beaucoup de Riptide ou des choses comme ça, enfin, ou les deux tout le temps, enfin voilà. Il y a aussi des gameplays full croûte qui existent, mais là, je les ai pas mis. On est autour de 1050 euros par armée quand même, donc ce qui est très cher. Et j'ai mis un indice de rejouabilité de C, parce que si vous jouez un peu de tout dans la gamme de taux, vous aurez vite fait de changer de style un peu. Mais c'est sûr que si vous passez de full crisis à full croûte, bon, faut tout racheter, évidemment, c'est toujours pareil. Donc, faut voir comment vous voulez orienter votre gameplay, c'est chez les taux, quoi. Si vous voulez jouer l'armée taux que pour les croûtes, c'est faisable, Et par contre, la gamme est quand même vachement plus réduite. Et si vous voulez jouer l'armée taux que pour les crisis ou que pour les riptides et les storm surge et tout ça, voilà, c'est vous qui choisissez. C'est pour ça que moi, je vous ai fait une liste d'armées, par contre, qui regroupe un peu de tout. Vous avez de la Riptide, de la Ghost Kill, un peu de Crisis, de l'infanterie, les personnages principaux parce que vous avez envie de les avoir et parce que de toute façon, ça va aussi vous servir de base pour les futures listes que vous allez faire. Donc, par contre, voilà, pour démarrer, là, on est sur un gros investissement. 1250 balles, ça fait parmi des armées les plus chères quand on commence, quoi. Mais l'avantage, c'est que vous aurez un peu de tout pour les évolutions après, ce qui fait que derrière, vous aurez moins de gros achats à faire. Donc voilà, en passant par Miami Place, on reste à 1050 euros avec le codex. Note globale 11 sur 10, parce qu'évidemment, c'est les taux. Et ça méritait pas moins, j'ai failli mettre 12, donc je vais vous dire, j'étais sympa. Non, plus sérieusement, on va être sur un 8 sur 10. Pourquoi ? Parce que c'est une armée très très chère. Il y a encore des figurines qui sont assez vieilles. Il y a pas mal d'unités encore dans la gamme. On ne sait pas si elles vont rester dans la gamme ou si elles vont disparaître ou si elles vont être refaites. On sait qu'il y aura certainement des nouveautés. On attend des trucs encore comme les Crisis corps à corps qu'on voit dans le Codex V10 mais qui n'ont pas de datasheet, qui n'ont pas de figurines. Donc voilà, ça n'est pas plus que 8 parce que c'est pareil. Il y a aussi au niveau gameplay, ce qu'il faut faire très attention avec les taux. Quand on débute et qu'on joue contre un débutant, on l'éclate. Parce que vous avez plus facile dans Warhammer à faire du tir. Je me mets en face de toi, je te tire dessus, voilà. Si vous jouez avec 3 boîtes de céréales et puis 4 bouquins pour faire des décors, vous allez tout voir sur la table, votre adversaire, vous allez l'éclater. Et c'est comme ça. Mais après, quand on commence à jouer sur des tables officielles et tout, la progression chez le taux est très compliquée. On a énormément de mal à passer de j'ai éclaté tout le monde quand on était débutant à je m'en sors en compétitif parce qu'au milieu, il y a un gros désert pour arriver à avoir un gameplay qui arrive à contrer les corps à corps, les listes très agressives, etc. avec du taux. C'est pas évident. Donc, méfiez-vous quand même. Pour débuter le jeu, les taux, c'est rigolo, mais c'est aussi un piège. Ça peut devenir très frustrant parce que pendant un moment, vous allez faire que perdre. Voilà, faut le savoir. Mais quand même, j'insiste, ça mérite un 11. On est d'accord, ça mérite un 11. Moi, c'est mon armée de cœur, évidemment, vous l'avez bien compris. C'est ce que j'adore. Franchement, on a hâte de voir les nouveautés qui vont nous sortir pour la V11. Je trouve qu'en V10, avec les nouveaux croûtes, il y a vraiment des choses qui ont été apportées, c'est plutôt cool. Donc quand même, la direction prise par Games sur les taux est intéressante, elle me plaît. Les twins qui sont sortis, c'est cool. Les lores à chaque fois qu'ils sortent un bouquin, franchement, c'est cool. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'on va continuer de se faire plaisir. On passe maintenant au Thousand Fun. C'est l'armée du chaos de Tzeentch, en fait, avec les magiciens et tout ça. Donc on est sur un peu les Space Marines qui vont avoir plein de sorts, avec plein de sorciers dedans, avec Magnus, qui est une pièce centrale énorme, qui est leur primarque. La gamme est quand même assez sympa. Elle, à mon avis, moi, je mets une pièce sur une refonte quand même à la V12, avec l'intégration du psychique, avec le retour du psychique dans le jeu. Je vois bien un truc dans ce genre-là. Parce qu'on a les Terminators qui commencent un peu à se vieillir, les rubriques qui sont vraiment très très bien, mais qui peuvent aussi être refaits. Donc, à voir ce que va donner la gamme Thousand Sun.
Bon, ça fait quelques temps qu'elle est un peu mise de côté parce qu'ils ont tout le reste dans le chaos qu'ils ont voulu développer, mais il y a quand même une gamme assez sympa. On peut avoir les démons de Tzeentch en allié avec. On a divers gameplay, ça peut être très véhiculé, ça peut être très tir, mais on joue pas à tout le jeu non plus. Attention, on a beaucoup de psychique, du tir, le CAC beaucoup moins déjà. L'agressivité moins, on est plus sur un gameplay où on va être en attente ou quoi, avec de temps en temps des petites projections rapides grâce au sort pour aller chercher un truc, mais globalement on aime bien que l'adversaire il vienne, il s'expose et là on le lessive quoi. Hein. C'est une armée qui est bien compétitive, c'est une armée qui est pas tant jouée que ça. Hein. Donc quand c'est vraiment votre codex de cœur et que vous aimez la jouer, vous allez créer la surprise sur table. C'est tellement plein de tricks de jeu. C'est Tzeentch, hein. Tzeentch, de toute façon, c'est des tricks, c'est le dieu du changement, donc voilà. Hein. Mais du coup, que l'adversaire ne vous voit pas forcément venir sur vos stratégies, sur comment vous allez l'aborder. Là, j'ai mis 2 types de listes. Une, donc, avec Magnus, quand même, et ça, c'est des listes qui gagnent des tournois, hein, à chaque fois que je vous mets. Avec du Tsangor en masse, avec un peu de rubrique et tout ça. Ça fait que vous avez une superbe prise de map sur table, ça envahit, puis derrière, c'est vous qui allez choisir où est-ce que vous envoyez les dégâts de Magnus et de ses copains, quoi. Et l'autre, c'est un truc plus rubrique, donc très tanky, avec le détachement qui fait que ça tank beaucoup plus, et avec le Defiler qui vient apporter un peps au niveau du tir, très très bon chez le Thousand Son. Donc, 2 listes complètement différentes, mais l'indice de rejouabilité, ça reste un C, parce qu'on est sur Space Marine, c'est médian en fonction de comment vous allez jouer. Si vous voulez rajouter un peu de démons, si vous voulez rajouter plus de véhicules, si vous voulez rajouter plus d'infanterie, etc. Là, franchement, c'est pas très compliqué. On est sur une moyenne de prix qui est à 850 € pour des armées compétitives. On est sur ce qu'on a vu depuis le début de ces vidéos sur les Space Marine. Hein. En gros, c'est toujours un peu pareil. Je vous ai fait une liste, moi, avec un peu de tout, qui soit fun à jouer, avec des grosses figurines quand même. Donc à Magnus, il y a une Mutalite, j'ai mis un Defiler quand même, parce que il apporte vraiment un plus dans l'armée des Thousand Son, sans avoir besoin forcément de le spammer. Hein, et après, donc des rubriques, parce que c'est quand même la base de l'armée. Ça vous sort une armée à 913 €, c'est pas l'armée la moins chère, mais ça fait une bonne base pour commencer à jouer du Thousand Son, et puis vous pourrez évoluer toujours pareil sur les gameplays qui vous pourront plus. 772,90 en passant par My Hobby Place et en rajoutant le codex. Note globale, j'ai mis 8 sur 10. Pourquoi pas 9 pour la raison que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que, à mon sens, la gamme va finir par être refondue. Est-ce que ça va se faire en V11 ? Je crois pas. Ce sera peut-être plutôt en V12. Est-ce que il faut éviter d'acheter ça et plutôt attendre que la gamme soit refondue ? Pas forcément, parce que les figurines sont vraiment cool, sont vraiment classe. Quand c'est bien peint, c'est magnifique. Il y a des petits effets de sort qu'on peut rajouter en plus, etc. Ça va vraiment lui donner une belle cinématique sur table. Donc il faut se faire plaisir. C'est pour ça que ça mérite un 8 et que ça pourrait même mériter plus. Si on avait plus de visibilité sur ce qu'ils vont faire, leur projet pour refondre de la gamme ou des choses comme ça. Mais en tout cas, 8 sur 10 sans problème. Et puis j'insiste un petit peu sur le fait que c'est une armée qui est pas trop jouée. Quand les armées elles sont pas trop jouées comme ça vaut le coup, si c'est un truc qui vous tente, de vous jeter dedans. Si vraiment vous êtes amoureux de la gamme, enfin du lore et puis du style de la gamme plutôt, vous allez sortir votre épingle du jeu encore plus facilement que si vous jouez quelque chose que tout le monde joue, hein, que les choses soient claires. Donc c'est toujours intéressant, puis ça diversifie aussi le paysage des armées qui sont jouées dans votre association, dans votre groupe d'amis, etc. Donc c'est toujours cool de jouer des armées qui sont moins jouées que les autres. On passe aux tyrannides. Bon, décidément, c'est la vidéo avec les plus gros morceaux presque d'armée. C'est une gamme qui est très très riche aussi. Pareil, elle a été l'armée à l'honneur dans la V11, là, dans la boîte de démarrage. Il y a énormément de figurines différentes. En plus, il y en a beaucoup qui ont été refaites. Ils rajoutent des modèles régulièrement. C'est les monstres, quoi. C'est les monstres de vos 40K, quoi. C'est l'armée que tout le monde veut affronter. Et quand on est un joueur qui aime jouer les monstres, vous allez avoir plein d'amis. Franchement, c'est un peu ça, parce que on veut tous tirer sur des monstres, taper sur des monstres et tout ça, les tyrannies qui veulent tout bouffer. Et vous, si en tant que joueur, vous aimez avoir le gameplay de moi, je joue le monstre et je veux tout bouffer, franchement, je vous dis, vous avez facile à trouver des adversaires. En V10, c'est une armée qui caque, qui peut tirer aussi.
avec des tricks de jeu sympas. Il y a un côté très psychique aussi, hein, mine de rien. Il y a les règles de commande bombe, etc. Mais il y a aussi, dans les autres versions, il y avait aussi des sorts psychiques. Ça pouvait faire des relais psychiques avec les unités synapses, etc. Donc il y avait vraiment un gameplay très psychique aussi autour des tyrannides, qu'il n'y a pas eu hein, dans la V10 malheureusement. Mais il y a plein de choses. Il y a des détachements très drôles, Subterrane ou des Crusher Stampede avec plein de gros, etc. On a plein de types de gameplay différents. On joue vraiment à Warhammer. Il n'y a que la partie un peu transport qui n'existe pas trop hein, là-dedans. Hein, et encore, vous avez l'espèce de sporocyte, là, je sais même plus comment il s'appelle, qui sert un peu de drop pod en fait, hein, qui peut atterrir et puis débarquer plein d'unités, qui est assez cool. Et il y a des gros monstres qui transportent du monde comme le Hierophant ou les trucs comme ça. C'est les grands gagnants du lore de 40K. Hein, c'est eux qui vont bouffer toute la galaxie. Hein. Donc voilà, c'est un gameplay sans forcément avoir des personnages nommés. Il y en a un pourtant. Mais on ne s'attache pas comme un personnage où on pourrait se projeter. Là, on ne se projette pas dans la peau d'un tyrannide. Enfin, ou alors, peut-être, je n'ai pas compris le délire, mais peut-être, hein, je ne sais pas. Bref. La gamme, elle est quand même assez conséquente. Ce qui est bien aussi avec les tyrannides, c'est que globalement, il y a beaucoup de modèles qui vieillissent très très bien. Je pense au Carnifex, moi c'est typiquement un modèle que j'adore et qui est pourtant très vieux et qui pourtant sur table marche vraiment bien et qui est toujours très beau et que ça marche toujours. En hobby, il faut pas oublier que c'est très facile à peindre. Donc c'est pareil, ça fait partie des armées, si vous n'êtes pas doué, que si vous vraiment commencez dans le hobby, Tyrannide, c'est vraiment un bon plan, hein, parce que ça peut marcher avec un coup de bombe de sous-couche, un contraste, du brossage, terminé, hein, ça vous fait un truc super. Donc voilà, si on achète tout à 2500 €, ça fait 5000 points, donc on est normalement à 2 € par point. On est dans les armées un peu chères, hein, toujours, indice budgétaire D. L'avantage des tyrannides, c'est ça, c'est qu'ils ont une sacrée durée de vie. Hein, les figurines, vous risquez pas de les mettre au placard rapidement. Donc voilà, c'est une armée, on peut se faire plaisir. J'ai mis donc deux armées type un peu compétitif. C'est souvent autour du tunneler hein, actuellement, ou alors c'est des invasions de fleet, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu de tout, un gameplay un peu diversifié avec du tir, du CAC, du tanking, etc. Mine de rien, quand on regarde les listes, hein, on a quand même une belle diversité sur table à chaque fois. C'est plutôt cool, ça reste des armées qui sont, pas données, mais médians, quoi. Hein, on est sur 900 €. Ce qui fait qu'on a aussi un indice de rejouabilité assez, parce que quand on regarde entre les deux types de listes que j'ai mis, par exemple, on a des redondances souvent. Donc c'est pas une armée où d'un coup, enfin on peut évidemment, comme dans toutes les armées, on peut faire deux listes complètement distinctes qui fait qu'on doit tout racheter. Mais on peut facilement faire juste évoluer son armée et sa collection pour aller sur tel ou tel type de gameplay. Plus agressif, plus infiltré, plus tir de fond de cours, plus rush cac, plus swarm, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à faire avec cette armée. Et c'est pour ça que moi je vous ai fait une liste qui est un peu quand même orientée sur le détachement tunneler là, parce que je trouve que il est vraiment drôle à jouer et surtout c'est accessible à mon avis pour un débutant qui va se faire plaisir quand même sur table parce qu'il aura plein de tricks de jeu quand même. Il pourra rattraper des erreurs, il pourra faire des petites actions assez violentes et donc jouer vraiment au jeu. Donc j'ai mis un peu de tout dedans, hein, du Ravener qui va permettre de faire les tunnels, un Trigon Prime, c'est pour ça qu'il est Prime, c'est parce qu'il est dans le détachement là. Et du Tyrannoflex qui est vraiment pas cher pour le châssis que c'est. Je crois que c'est une boîte à 55 €, mais c'est un machin énorme. Ça fait partie des trucs les moins chers hein, de la gamme. Un peu de Norn, un Trigon, un Malceptor derrière, voilà. On a un peu de tout. Là, sur table, c'est très joli. On a un peu de tout type de trucs. Et ça se joue vraiment. Vous allez vous amuser avec ça. Franchement, le pack de Genestealer avec un Broodlord, s'il passe par un tunnel pour faire une charge à 6, ça peut faire très mal. Sur la V11, on va voir comment cette charge à 6, elle va marcher. Ça ne change rien au fait que ça peut vous permettre de faire des choses et que ce détachement, de toute façon, sera jouable et efficace. Donc faites-vous plaisir. Si vous partez directement sur les Tyrannides pour la V11, ça me paraît être une bonne base. Ça fait une armée quand même à 1016 €. En passant par My Hobby Place, on se retrouve à 855 en ayant rajouté le codex, toujours. Note globale de 9 sur 10, top, plein de gameplay différents. Une gamme qui est toujours alimentée par Games régulièrement, des gameplays super intéressants, c'est des monstres,
vous avez envie de jouer des monstres, ben faites-vous plaisir, vous aurez toujours des gens qui voudront taper sur des monstres, donc faites-vous plaisir. Et au niveau hobby, c'est facile, et on peut faire plein de choses différentes, il n'y a qu'à aller voir sur internet, vous allez voir les codes couleurs dans tous les sens, même des petites améliorations, des customisations très sympas. C'est une armée géniale. On passe maintenant aux énervés, les World Eaters. Ça, c'est une gamme qui a été sortie fin de V8, je crois, c'était, hein, ou fin de V9, non, c'était 28, je sais plus, je vieillis. C'est pas une grosse gamme, par contre, là, on est encore sur les prémices de l'armée. Si on couple les World Eaters et les démons de cornes, ouais, là, on a une gamme intéressante. Mais si vous voulez vraiment jouer Chaos Space Marine World Eater, c'est un peu léger encore en gamme, même si on va voir qu'il commence à y avoir des trucs. Par contre, il y a des belles pièces sur table. Vous avez Angron qui est magnifique comme Primark. Vous avez donc les Berserk, eux, qui ont été refaits il n'y a pas longtemps et qui du coup sont vraiment classe. Vous avez les Octoliers qui font partie des nouvelles unités qu'ils avaient intégrées quand le codex est sorti. On attend toujours les mecs sur les Berserk sur des Juggernauts, parce que vous avez les démons sur les Juggernauts, mais pas les Berserk comme avant. Il n'y a que le petit perso pour le moment. Donc on sait qu'il va y sortir d'autres trucs. On le sait. Au niveau de la gamme, il n'y a rien acheté. Il y aura peut-être que il y a le Dreadnought qui va être refait certainement dans la V11, comme tous les autres Dreadnought de tous les Chaos Space Marine. Mais sinon, voilà, on a une gamme super. Et là, on a rajouté en plus le Defiler qui lui donne vraiment un truc en plus. Donc c'est très sympa. On va voir tout en plus qu'on a un gameplay qui reflète vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire enrocher, sauter à la gorge des adversaires et allons-y, quoi. Hein. Et du crâne pour le dieu du crâne, voilà. Si on achète la gamme, voilà, on est sur 1300-1400 euros pour 3200 points. Aucune surprise de 36. On est sur un standard de Space Marine. Indice budgétaire C, c'est médian, voilà, ça c'est réglé. C'est pas une armée forcément plus facile à retrouver en occasion parce qu'il y a peu de choix dans la gamme et qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de World Eater. C'est une armée qui est très jouée parce que ça marche toujours en compétitif. En équipe, ça apporte un gameplay qui peut être très oppressant. Ça a beaucoup marché en équipe. Donc voilà. En compétitif, on a vu, là je ne l'ai pas mis, mais l'armée avec 80 Berserk. Bon, ça a peu d'intérêt ce genre de liste quand on fait du solo, quand on joue seul, sauf si vraiment c'est ce qui nous plaît, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne gagne pas contre tout, forcément. Ça manque un peu de diversité. Là, je vous ai mis des armées qui ont de la diversité, qui ont gagné des tournois, avec un peu de tout, justement, ou des hôteliers, des Métabrutus, toujours, hein, les Métabrutus par pelle, c'est le Dreadnought, le Métabrutus, pour la simple et bonne raison qu'il fait des espèces de tilt, donc il peut tuer plein de trucs en un seul tour. Et la deuxième liste, c'est plus autour des Octoliers. Donc c'est un gameplay encore un peu différent, mais dans tous les cas, on est sur du World Eater. Hein, c'est pour taper sur l'adversaire et pour lui foncer dessus. En prix moyen, 825 euros. Un peu toujours pareil. J'ai mis quand même un indice de rejouabilité de B parce qu'en fait, voilà, la gamme elle est pas très grande. Hein, quand vous commencez à avoir un peu de tout, vous n'aurez pas grand chose à racheter pour changer un peu de gameplay. C'est pour ça que moi, je vous ai fait une armée avec un peu de tout, justement. J'ai quand même mis un Métabrutus. Vraiment, parce que là, il est très cool à jouer, il est vraiment rigolo. Maintenant, c'est pas le moment d'acheter un Métabrutus, je pense, parce que comme je vous dis, ça risque d'être refondu en V11. Donc bon, je l'ai laissé parce que vraiment il est drôle à jouer en World Eater. Et quand on aime les Dreadnought, ça peut toujours faire le taf. Et puis si jamais il est refait mais qu'il garde un peu le même gabarit, vous pouvez toujours garder celui-là. Donc c'est à vous de voir. Et en ayant Angron quand même si Angron là en V9, en V10 il n'a pas été extra, c'est quand même le Primark, donc si on commence l'armée, il faut le Primark, quoi. Sinon ça n'a aucun sens. Et ça fait baisser aussi le coût de l'armée qui fait qu'on a 876 euros, comme ça, avec plein de choses. Il y a même un Defiler et tout, donc on va vraiment faire de tout type de jeux avec. Et 743 avec le codex. Quel codex là, hein, vraiment, il y a toutes les unités dedans. Vous n'avez pas besoin du codex Space Marine, hein, voilà. Vous avez même les démons dedans. Vous avez besoin que du codex. Et voilà, ça donne une note de 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10, c'est pas plus? Pour la simple raison que la gamme reste encore un petit peu limitée, que ça mériterait qu'il y ait un peu plus de choses, un peu comme pour les Emperor Children, mais franchement, si ça vous fait kiffer Berserk, il faut y aller, quoi, parce que c'est quand même une armée qui est très iconique de 40K aussi, c'est voilà, les bourrins par excellence, quoi, hein. Il n'y a pas plus bourrins dans le jeu que eux, quoi, hein.
Et donc on revient pour terminer sur les démons du chaos, donc que j'avais zappé en fait dans la première vidéo. On fera en sorte de vous indiquer bien qu'elle est dans celle-là de vidéo. Pourquoi on l'avait zappé? Parce qu'on n'avait vraiment aucune visibilité, que tout portait à croire que ça allait disparaître. Là on a une confirmation que c'est pas le cas, que ça va rester en l'état pour le début de la V11. Ça veut pas dire que pendant la V11, l'index démon qu'on a actuellement va peut-être pas disparaître, on sait pas ça. Hein. Donc ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir commencer la V11 avec un multidieu comme vous faisiez en V10. Est-ce qu'à la fin de la V11, ça existera toujours? On ne sait pas. Donc il faut se méfier quand même. Si vous voulez jouer monodieu, un seul des dieux, il y a moyen de le faire avec les codex Deathguard, Emperor Children, etc. Donc ça c'est possible de faire comme ça. Mais en plus, vous avez dans les index des détachements monodieux aussi qui vous permettront de jouer que Nurgle, que Khorne, que machin, etc. Vous avez 4 dieux, 4 gameplay différents. Khorne, c'est un peu ce qu'on vient de voir avec les World Eaters. C'est-à-dire c'est le cac, ça rush, c'est les énervés, ça tape très fort, etc. Nurgle, c'est plutôt sur le tanking, le debuff, c'est lent mais c'est très costaud, ça tank de fou, etc. Donc prise de map, puis il y a un gameplay dans le détachement qui joue sur le moral aussi pas mal. Slaanesh, un gameplay beaucoup plus rapide, très agressif, cac, etc. Moins costaud, assez fragile, mais ultra létal. Tzeentch, c'est le tricks, c'est la magie et le tir plutôt. Donc voilà, vous avez 4 dieux différents avec 4 gameplays différents. Et après, au milieu de tout ça, vous avez Be'lakor, qui est une sorte de premier prince démon de l'histoire, je crois, et qui veut devenir un dieu. Donc en fait, il crée un peu sa façon d'être un dieu. Lui, il est plus dans le chaos sombre, enfin le noir, quoi. Hein, voilà. Donc là, on est sur un gameplay qui est quand même un peu particulier, du coup, vu qu'il y a 4 dieux, mais quand on joue tous les dieux en même temps, on a un gameplay, voilà, comme je disais, de gros avec de l'invul à 4. J'ai réparti par dieu, et à chaque fois, j'ai fait un compte du point par euro par dieu, là, pour voir par rapport à ce qu'il y avait sur Games, pour se rendre compte que Nurgle, c'est peut-être la gamme actuellement qui est la plus chère, mais bon, quand on fait une moyenne de tout ça, voilà, on a 2500, 2600 euros, la gamme est quand même assez grosse, hein, parce qu'il y a 4 armées presque en une seule. Hein. Ça fait presque 6000 points, donc on est à 2,30, ce qui est, voilà, hein, c'est médian. Il faut faire attention qu'il y a beaucoup de choses dans la gamme qui sont des très vieilles figues. On ne sait pas s'il va être refondu, on ne sait pas où est-ce que ça va mener, est-ce que il y a des choses qui vont passer en légende, est-ce que... Moi, je me méfierais quand même avec cette armée, mais si c'est vraiment votre kiff, eh ben bon, à un moment donné, il faut y aller. Dans le pire des cas, si c'est plus jouable comme tel dans 40K, ça le sera peut-être encore dans AOS. Donc les figurines elles seront vendables, quoi, je veux dire, donc c'est pas trop grave. Mais on sait vraiment pas où est-ce qu'ils veulent aller, hein. Donc moi, je me méfierais. J'ai sorti quand même des listes qu'on trouve actuellement en compétitif. Donc là, la première, c'est en scintillant, c'est-à-dire c'est Tzeentch avec beaucoup de poulets, hein, Kéros et 3 Lords of Change. C'est très drôle à jouer comme gameplay, parce qu'il y a vraiment plein de choses. On joue sur des dés qu'on va se donner avec lui, avec l'adversaire. Il y a des stratagèmes qui ignorent des résultats de dés. Il y a plein de choses qui est très sympa à faire. C'est un régal à affronter aussi, hein, parce qu'il y a vraiment plein de tricks. Et après, il y a le plus classique multidieu avec plein de gros, voilà, que j'ai mis en dessous. En gros, en moyenne, on est à 850 euros pour une armée, ce qui est pas très cher. Et en rejouabilité, on est sur du C. Du moment qu'on reste sur le multidieu, il n'y a pas grand chose à racheter. Vous aurez pas, à partir de la liste de base, vous n'aurez pas grand chose à varier, quoi. Peut-être enlever un poulet pour rajouter un Gritten Linoine ou Rotigus, ou peut-être ou l'inversement. Voilà, mais c'est pour ça que ça reste médian. Mais c'est sûr qu'après, si vous voulez jouer full Nurgle ou full Khorne, bon, là, il y a beaucoup d'achats. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé que en C. Et là, je vous propose une liste avec un peu de tout. Un gros par dieu, comme ça vous permet d'en avoir déjà un de chaque, ça donne une bonne base. Et puis des petites merdes autour. Ça fait un peu plus de 2000, donc faut voir comment vous avez envie de les jouer. Et on est à 826 euros pour démarrer en fait les démons, c'est plutôt pas mal, ça vous fait tomber à 750 euros, sachant qu'il n'y a pas de codex. Hein. L'image de codex c'est V9, il n'y a pas de codex. C'est un index, c'est sur internet et tout ça. Note globale, je lui mets quand même 8 parce que c'est quand même cool comme armée. C'est des démons. Et on aime bien les démons, en fait. C'est quand même des gros monstres avec l'identité des dieux différents. Je trouve ça quand même très classe.
Sachant que potentiellement, il y aura peut-être un duo en plus avec Vashtor, ou on ne sait pas trop encore où ça va. Mais là, pour le moment, c'est la base du lore de 40K, hein, le chaos avec le warp, etc. Donc je lui mets quand même 8. Je ne mets pas plus parce que on ne sait pas où ils vont. Voilà, c'est tout. Mais sinon, la gamme est cool. Sur table, ça donne des pièces géniales. À peindre, c'est quand même un régal. Donc voilà, vraiment, c'est une armée qui est cool. C'est cette incertitude qui fait un peu chier tout le monde, hein, voilà. Et on aimerait bien que justement Games là-dessus, ils communiquent clairement en disant, bah nous les démons, on a l'intention d'en faire ceci, cela. Bon, c'est sûr que ni commercialement parlant, c'est pas terrible si ils veulent vendre leurs figurines, mais qu'ils te disent que dans 2 ans elles n'existent plus, t'as plus envie de les acheter tout de suite, ça c'est sûr. Mais malheureusement, en tant que collectionneur, en tant que hobbyiste, bah, nous, ça nous met un peu en porte-à-faux, je trouve ça dommage. Alors, ce que je conseille fortement, c'est que si vous voulez vous mettre au démon, déjà passer par de l'occasion, parce que ça, il y en a partout. C'est une armée qui est facile à trouver en occasion, parce qu'elle a été jouée sur Battle à l'époque, elle a été jouée sur AOS, elle est jouée sur 40K, donc c'est vraiment, on la trouve facilement. Et faites-vous plaisir, plus que d'investir sur le long terme, c'est-à-dire que ça vous plaît, c'est ce que vous voulez jouer, bah faites-le parce que c'est valable, c'est fort, c'est agréable à jouer, il y a plein de gameplay différents, et en plus, ben voilà, vous allez vous éclater au niveau lore. Si vous vous dites, ben non, moi ce qui m'intéresse c'est une armée qui va durer dans le temps, que je vais... Bon, ben c'est pas les démons qu'il faut faire malheureusement à ce moment. Ok ? Voilà pour conclure un peu toute cette liste qu'on a vue. Là, j'ai fait un tableau récapitulatif avec le coût en points par euro et la note que j'ai mis à chaque fois sur les différentes factions. Ça fait une sacrée liste hein, quand même. Ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que ça varie entre... Alors, Deathwatch, ça a été confirmé déjà, vous savez que vous pouvez la rayer définitivement. La Deathwatch ne passe pas la V11, elle s'arrête là, voilà. Donc, vous allez pouvoir la retrouver que dans les agents de l'Imperium ou en Space Marine, parce qu'il y aura la petite escouade des Simus ou quoi, mais c'est tout. Donc, on va dire qu'on est entre 1,88 et 3,50. Faut pas oublier que dans les custodes, j'avais pas compté les petites sœurs, qui font vachement baisser ce ratio. Donc voilà, on va dire entre 3 et 1,88. Donc l'écart en fait de budget par armée est pas si grand. Hein. On réalise un peu ça, surtout quand on commence à faire les listes d'achat. Et si vous allez vérifier après vous dans chaque chapitre, vous verrez bien que au final, on va toujours être entre, allez, les moins chers, on est entre 700 balles et les plus chers entre 1000 balles. À part la liste taux où je vous ai fait un truc un peu spécial. Voilà. Et par contre, au niveau des notes, il n'y a quand même pas vraiment de fausses notes. Je veux dire, il n'y a pas d'armée où vraiment, non, il ne faut pas la jouer, à part les Greek Knights, qui ont été confirmés comme étant une vraie armée pour la V11. Donc, je pense que les Greek Knights actuellement, c'est l'armée à attendre. Faut pas commencer tout de suite. Mais voilà, vous savez, Custodes, Dark Angel, Thousand Sun, tout ce qui est, en fait, hein, vous regardez tout le haut de la liste, à part les gros robots, c'est du body de Space Marine quand même. Hein. Tout ce qui est body Space Marine, c'est assez facile à démarrer. C'est souvent une bonne idée, donc n'hésitez pas. Et par contre, après, les armées un peu plus populeuses comme Admech, Agent de l'Imperium, To... etc., etc. Bon voilà, j'ai Stealer Cult hein, qui finalement redevient l'armée la plus chère du jeu. Pas grand chose, mais elle l'est. Voilà, du coup vous avez quand même donc ce tableau qui va vous permettre d'avoir une vision globale un peu de tout, mais on comprend maintenant après l'analyse de toutes les factions l'idée globale. Hein, voilà. On est, comme je disais, donc tout ce qui est Space Marine Indice Médian, tout ce qui est IK, RK, Custo, c'est les armées les moins chères. Même si c'est pas forcément reflété sur ce tableau, c'est les armées les moins chères, les plus faciles d'accès. C'est des bonnes idées comme d'armée pour démarrer. Peut-être pas le custo quand même, méfiez-vous parce que c'est un peu technique. Ça peut être très frustrant quand on démarre Warhammer 40 000. Donc moi, c'est pas une armée que je conseille pour démarrer. Par contre, voilà, tout ce qui est Space Marine, tout ça, là, faut y aller à fond. Hein. Prenez les Space Marine qui vous plaisent, vous y allez dessus. En première armée, pour jouer à 40K, c'est très bien. En armée un peu plus compliquée pour démarrer, c'est tout ce qui va être Eldar, peut-être, Orc, Tyranny, tout ça, parce que c'est complexe de se dire, tiens, je vais les jouer comme ça ou comme ça. On peut les jouer tellement de manières, avec tellement d'unités différentes, les gammes sont tellement énormes, on peut se perdre financièrement dedans. Mais globalement,
Le but du jeu, de toute façon, c'est de vous faire plaisir, d'avoir l'armée qui vous plaît, et en espérant que tout ça, ça vous aura aidé à choisir quoi acheter, comment ou quelle armée démarrer. Voilà pour cette petite série du coup de guide d'achat. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions et tout ça, parce que ça peut aussi vous permettre d'avoir des réponses intéressantes et de donner des réponses intéressantes à d'autres gens qui n'oseraient pas poser la question. Donc, dites-moi en commentaire comment vous avez apprécié ou pas, ou ce que vous avez trouvé qui manquait, etc. Je pense que je vais faire une vidéo pour la prochaine fois qui sera sur les pièges à éviter, c'est-à-dire peut-être dans chaque gamme, voir justement quelles figurines vraiment pas acheter parce que on sait qu'elles risquent de disparaître, ou celles où au contraire elles viennent d'être refaites et vous pouvez foncer. Je ne sais pas encore sous quel format je vais faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir ce petit complément en fait au guide d'achat. Puis voilà, vous savez comment ça marche, vous mettez un pouce, vous nous dites que c'est cool, vous envoyez des commentaires, vous avez My Hobby Place pour faire vos commandes, et vous avez le Tipeee pour nous soutenir, pour nous aider à développer la chaîne, sachant qu'on va commencer à vous récompenser, ceux qui sont tipeurs, par des petites vidéos en plus, des petites choses en plus auxquelles vous aurez accès. En remerciant tous les tipeurs actuels que vous voyez sur l'écran, et puis en vous disant à la prochaine, portez-vous bien, ciao.